Dans un instant, un ancien ministre, Jean-Yves Le Drian, qui est avec nous, et avec Nicolas Bouzou. A tout de suite. Ministre de la Défense pendant tout un quinquennat, qui a été ministre des Affaires étrangères pendant tout un quinquennat. On voulait vraiment consacrer cette soirée à l'avenir de la diplomatie française, parce qu'évidemment, tout le monde se pose des questions sur les questions liées au Proche et au Moyen-Orient, sur les questions liées à l'Ukraine, sur le rôle de l'Europe aussi. Et il est évident pour nous que l'expérience, la sagesse, l'intelligence et la pédagogie de Jean-Yves Le Drian vont nous permettre d'y voir plus clair. Alors je ne sais pas si ça va nous permettre de nous rassurer, mais en tout cas d'y voir plus clair. Et donc nous allons avoir cette conversation avec mon complice, Fabrice Lundy. Merci beaucoup, merci. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Soyez le bienvenu, voilà, pour clôturer cette deuxième journée des Rencontres de l'avenir, édition 2023. Oui, vous avez été ministre, vous avez été aussi 18 ans maire de Lorient, 10 ans président de cette belle région Bretagne. Oui, c'est une belle région, il n'y a pas que la région sud, bien sûr. Et en effet, record sous la Ve République, 10 ans de suite dans un gouvernement. Alors 5 ans sous François Hollande comme ministre de la Défense, parce que historiquement, vous êtes un très grand spécialiste des questions de défense, des questions militaires. Hein. Même quand vous étiez dans l'opposition, voilà, vous aviez cultivé cette science quelque part. Et puis ensuite, 5 ans donc à la tête de la diplomatie française, le Quai d'Orsay comme ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes sous l'actuel président de la République, M. Emmanuel Macron. Bien sûr, on va s'intéresser évidemment à l'avenir de la diplomatie française. Et c'est vrai que vous avez fait paraître en début d'année un livre qui raconte les guerres et les crises de cette décennie. On peut dire que vous avez été gâté, évidemment, je suis très ironique quand je dis ça, bien sûr, vous avez été un acteur essentiel, témoin de pêle-mêle du retrait français d'Afghanistan, de l'intervention française au Mali, dont on parlait tout à l'heure avec l'ancien Premier ministre Manuel Valls aux environs de 14 heures, la guerre contre Daesh, évidemment, en Syrie, en Irak, l'invasion de la Crimée, bien sûr, et puis l'attaque de l'Ukraine, toujours par la Russie, bien sûr. Et aujourd'hui, vous avez 2 missions. Vous êtes l'ambassadeur du président de la République au Liban, évidemment, donc suite à toute cette crise politique, financière, etc., qui secoue ce petit pays magnifique du Proche-Orient. Et puis, vous êtes aussi à la tête de l'Agence française de développement d'Aloula, la Faloula, l'Agence française de développement chargée de la mise en valeur d'un site, très beau site archéologique. C'est un petit peu le Petra bis, qui se trouve au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, où vous emmenez des entreprises françaises sur place. Alors, je voudrais qu'on démarre avec l'actualité, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions depuis le 7 octobre, depuis cet attentat, depuis cette attaque terroriste menée par le Hamas, les islamistes du Hamas, contre des civils israéliens. Israël qui a riposté, Israël qui est rentré dans la bande de Gaza depuis maintenant presque 2 semaines. Est-ce qu'Israël a raison d'avancer, d'attaquer pour éradiquer ce mouvement terroriste? Monsieur Le Drian. D'abord, merci de m'accueillir pour ces rencontres ici à Saint-Raphaël. Je suis vraiment très heureux d'être là. Merci d'être encore là, vous tous, à cette heure tardive. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués par l'ensemble des participations que vous avez eues dans la journée. Malheureusement, je vous dis que je ne vais sans doute pas être le plus rigolo de la journée. Et donc, il faut que vous puissiez déjà vous y préparer, parce que la situation internationale n'est évidemment pas très joyeuse, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des turbulences, des horreurs, avec des violences, avec la fin du droit et l'affirmation des rapports de force uniquement en termes de puissance. C'est une situation que nous n'avions pas connue de cette manière depuis la fin de la guerre 39-45, puisque les fondamentaux qui avaient été mis en œuvre à ce moment-là sont tombés les uns après les autres. Et je m'excuse, je vais répondre à votre question, mais il me vient là à l'esprit un événement qui est passé un petit peu, 2 événements qui sont passés un petit peu inaperçus dans l'ambiance générale, mais qui sont aussi graves. C'est d'une part le fait que la Russie a décidé de se retirer du traité d'interdiction des essais nucléaires, là, il y a 3 jours ou 4 jours. D'autre part, le fait que les accords que l'on appelait le traité sur les forces conventionnelles, c'est disons les militaires de base, en gros les armées de terre, pour aller vite,
pas uniquement, mais globalement cela, qui permettait de s'informer des mouvements des uns et des autres en Europe, et qu'on disait, ben voilà, nous allons faire des manœuvres ici, nous on va faire des manœuvres là, pour éviter qu'il y ait des malentendus, et puis pour s'informer mutuellement de son propre rapport de force. C'est fini, il n'y en a plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Europe, il n'y a plus aucun accord de sécurité qui tienne. Ils ont tous été éliminés, généralement sur l'initiative de la Russie. Depuis, avant la crise ukrainienne, progressivement, tous ces accords-là qui avaient été passés pour une partie d'entre eux à l'époque de l'Union soviétique, pour une autre partie d'entre eux au moment de la fin de l'Union soviétique, dans ce qu'on a appelé la Charte de Paris. Mais il faut que nous nous rendions compte que nous n'avons plus aucun dispositif de sécurité en Europe qui pouvait nous permettre d'anticiper des crises. Nous sommes dans cette situation. Ayant ça en fond de tableau, parce que ça montre la gravité de la situation et des rapports que nous pouvons avoir avec des pays voisins et puis de l'ensemble stratégique mondial. On reparlera de l'Ukraine et de la Russie tout à l'heure. Oui, on parlera bien, mais je voulais vous dire ça parce que il faut pas oublier ces dates-là qui sont pas... alors, on parle beaucoup du Proche-Orient, on va en parler, mais il y a un fond qui est assez préoccupant, alors, y compris d'ailleurs sur le nucléaire tactique. Je pense que certains d'entre vous se souviennent, enfin ceux qui sont de ma génération, même des générations plus récentes, des accords sur les forces nucléaires intermédiaires, lorsque François Mitterrand avait dit les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est. Vous vous rappelez de cette phrase-là? Ça avait abouti à ce qu'il y ait un accord sur les armes nucléaires intermédiaires, c'est-à-dire celles qui restent en Europe si d'aventure on se frappait mutuellement. Cet accord avait permis la suppression de ces armes nucléaires intermédiaires. Cet accord est aussi caduc. Donc voilà l'ambiance générale, le fond de tableau, qui n'est pas réjouissant. Sur le Proche-Orient et sur la situation du moment, je pense qu'il faut essayer d'établir des comparaisons pour essayer d'imaginer ce que les Israéliens ont pu vivre le 7 octobre. Parce qu'il ne faudrait pas que l'accumulation d'événements aboutisse à ce qu'on dilue le 7 octobre. C'est peut-être une tentation du moment. C'est comme si, j'ai dit ça dans une émission de télévision il y a quelques jours, c'est comme si en France, le 13 novembre, il y avait eu 100 Bataclan en même temps. Si on fait la comparaison entre l'effet, le nombre par rapport à la population. Et on imagine la réaction des Français si on avait vécu ça. C'est même pire puisque au Bataclan, il n'y a pas eu d'assassinat d'enfants. Et il n'y a pas eu d'acte de viol, etc. Voilà. C'est même pire. 100 en même temps. Donc l'état de sidération d'Israël, comme l'état de sidération de la France, si malheureusement il y avait eu une telle extension du terrorisme, est tout à fait compréhensible. La manière dont le peuple israélien vit ce drame, ces horreurs, cette abomination est tout à fait compréhensible. Et en plus, ils ont eu le sentiment de perdre les pieds sur leur État. Ce qui, si c'était arrivé en France de cette manière, n'aurait pas été jusqu'à là. Donc le droit à la riposte est tout à fait logique. Parce qu'on a le droit de riposter quand on est attaqué de cette manière. De la même façon que vous aviez riposté au lendemain du 13 novembre, vous aviez tapé Raqqa et ça n'avait... Le lendemain du 13 novembre, Emmanuel Valls, on a parlé un tout petit peu tout à l'heure, sous la demande de François Hollande, j'ai demandé à ce qu'on tire sur Raqqa. Et on a tiré sur Raqqa. Mais je vais revenir là-dessus parce que cette comparaison peut aussi aider à comprendre d'autres choses. En tout cas, ce droit à la riposte, c'est légitime. Il y a une légitimité dans ce droit. Sauf que casser Hamas, ce qui est indispensable, c'est compliqué parce que le Hamas, ce n'est pas uniquement une organisation. Et c'est là le problème. Le Hamas, c'est aussi une idéologie, c'est
une référence à des critères qui sont partagés par une population. Et il ne faudrait pas qu'une forme de punition collective aboutisse à l'inverse de ce qui est recherché. C'est-à-dire que j'ai vu une formule de Gamal Daoud dans un hebdomadaire la semaine dernière où il dit il ne faudrait pas que fabriquer des morts, pas uniquement fabriquer des morts, si on fabrique en plus des tueurs de demain. Donc il y a un piège qu'il faut que les responsables israéliens maîtrisent le mieux possible, parce que le fond de l'affaire, c'est quand même aussi le fait que la question palestinienne ressurgit alors qu'elle avait été ensevelie. Et elle ressurgit par un massacre, donc dans les plus mauvaises conditions. Et donc, je trouve que les propos du président Biden à l'égard du Premier ministre Netanyahou, lui disant, en gros, nous aussi les Américains, je ne me souviens plus de la formule, mais je vais approximativement vous la rappeler, nous aussi les Américains, on a connu le terrorisme, les Twin Towers, mais la riposte nous a fait faire des bêtises. Et la formule c'est essayez de ne pas consumer votre rage. En l'occurrence, l'attaque en Irak et en Afghanistan. En l'occurrence, la réponse américaine avait été, au-delà de l'action en Afghanistan pour l'élimination de Ben Laden, ce qui a abouti, mais que 10 ans après. Bien sûr, 2011. Et ça avait été aussi l'intervention en Irak. Et l'intervention en Irak a abouti, en fait, indirectement à la création de Daesh. Puisque l'intervention en Irak a été une intervention contre Saddam Hussein et contre son régime jusqu'à sa neutralisation, et a abouti aussi au fait que ça a renforcé indirectement les chiites contre les sunnites. Et donc, la résurrection du terrorisme de Daesh s'est faite à partir de là. D'où Raqqa, d'où Mossoul, tout ça est lié. Et quand... je raconte des histoires, mais je suis un peu libre, je ne raconte pas de secret d'État. Mais il est intéressant de mettre tout ça dans une filière et dans une logique. Lorsque le Premier ministre Manuel Valls, tout à l'heure, nous rappelait, je ne sais pas si tout le monde était là, le fait qu'en août 2013, lorsque nous avions décidé collectivement avec les Américains et les Britanniques de frapper le régime syrien, parce que le régime syrien avait utilisé l'arme chimique contre des innocents, et que c'était une ligne rouge que nous avions indiquée collectivement avant, et qu'au dernier moment, disons 2 heures avant la frappe, le président Obama avait estimé ne pas pouvoir suivre, et que l'opération s'est arrêtée. Et donc Bachar el-Assad a eu les mains libres. À ce moment-là, la raison qu'a invoquée ensuite dans la conversation, tout ça n'a pas été rendu public, qui a justifié le retrait d'Obama, n'était pas l'insuffisance militaire, mais c'était « je ne veux pas recommencer des erreurs que nous avons pu commettre dans le passé et je ne veux pas remettre de la présence américaine au Proche-Orient, nous avons suffisamment fait d'erreurs ». Le même argument que Joe Biden là. Sauf que, et comme quoi tout s'enchaîne, sauf que l'inaction là des Américains, parce que nous n'avions pas pu frapper seuls, puisque c'était organisé à plusieurs, nous avons frappé après, nous, les Français, quelques mois plus tard, sur une autre implantation chimique en Syrie, mais ça n'avait pas du tout la même portée, dans la mesure où là, il y avait une riposte immédiate. La conséquence rapide a été la prise de conscience par Moscou qu'il y avait là une grande fragilité. Et que si, quand on affichait des lignes rouges, on ne les respectait pas, alors on peut aller en Crimée. D'où la Crimée après. D'où la Crimée, puisqu'il y avait une telle fragilité. Et donc, 6 mois après, les Russes vont en Crimée avec une situation particulière, parce que la population
est assez russophone et russophile, une partie au moins, ça se passe sans que personne ne bouge, sauf nous commençons à dire on va mettre des sanctions. Mais vous n'avez pas entendu parler vraiment de conflit en Crimée. C'est ensuite que des complications ont lieu dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Donbass. D'ailleurs, lorsque les Américains se retirent d'Afghanistan en août 21, dans des conditions que vous connaissez, c'est une forme de débâcle. Nous étions partis déjà depuis un certain temps. Avec l'arrivée des talibans quasiment aussitôt, le 15 août. Oui, plutôt que prévu. C'est juste après que, prenant en compte cette faiblesse américaine, que finalement la Russie décide l'intervention en 2022 pour la suite de l'Ukraine. Donc les fragilités ont entraîné cela. Je reviens au point de départ parce qu'on risque de s'égarer un petit peu sur la question du Proche-Orient. Oui, bien sûr, je vous laisse revenir au Proche-Orient, mais je voulais juste rappeler, parce que ça m'a beaucoup frappé dans l'entretien que nous avons eu avec Manuel Valls tout à l'heure, si jamais tout le monde n'était pas là, que quand je lui ai demandé, puisqu'on parlait du courage, quel était le dirigeant politique le plus courageux avec lequel il avait eu à traiter pendant ses prises de fonction, il m'a répondu sur le moins courageux, et il a évoqué Barack Obama. Et je crois que le président François Hollande... Je sais, c'est toujours difficile de se dire des choses comme ça. C'était une déception pour vous. Mais on ne peut pas le dire quand on est en fonction. Ce serait un peu compliqué. Alors, je pense que sur la politique internationale, d'une certaine manière, ça va être vrai ce que je vais vous dire, il y a une forme de continuité entre Obama et Trump. Et d'une autre manière, il y a une vraie rupture avec Biden. Je considère pour ma part que Joe Biden, alors je sais qu'il est d'usage de plaisanter sur parfois ses absences ou ses difficultés d'élocution, mais ceci étant, pour moi, c'est le meilleur président américain qu'on ait eu depuis longtemps. Alors, peut-être que c'est le dernier. Pourquoi ? Parce que, y compris dans la politique intérieure, nous sommes en phase constatons la réindustrialisation américaine. Avec l'IRA, donc avec ce système de avec l'IRA, en subvention. particulier l'Inflation Reduction Act, subvention pour réindustrialiser. Je constate aussi sur les enjeux de santé et de solidarité où il est vraiment au rendez-vous. Et au niveau international, les États-Unis ont repris leur place. Ils ont repris leur place en Ukraine. Ils ont repris leur place dans ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient, même s'ils ne sont pas automatiquement toujours écoutés. Mais enfin, il y a une présence. Alors, c'est peut-être le dernier des Mohicans, parce que je vais revenir peut-être sur le risque de l'élection de Trump, mais parce que, y compris au Parti démocrate, la montée du wokisme se fait sentir et que cette forme de rôle international joué par les États-Unis au niveau mondial, que Joe Biden a repris, n'est pas partagé par tout le monde. Oui. Vous avez vu par ailleurs que les aides financières que les États-Unis veulent continuer à verser à l'Ukraine et les aides financières qu'ils demandent pour Israël ne sont pas aujourd'hui validées par le Parlement américain pour des blocages concernant le budget de 2024. Donc, tout ça n'est pas gagné et tout ça laisse un peu d'incertitude. Et notre président français, alors justement, c'est quoi la position de la France, puisqu'on s'intéresse à l'avenir de la diplomatie française? On a pu entendre le président français faire des déclarations quasi quotidiennes pour s'expliquer, se réexpliquer, etc. Si je simplifie, vous allez me dire si j'ai bien compris, c'est oui à l'intervention israélienne, mais peut-être non à une intervention aussi intrusive, c'est ça. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut un cessez-le-feu, il faut une trêve. Je vais revenir sur le président français, mais avant, quelques remarques complémentaires de ce que je pense moi sur la situation au Proche-Orient. Le moment est venu, me semble-t-il, de commencer à penser au jour d'après. Et mon inquiétude, c'est que je ne sais pas si aujourd'hui quelqu'un y réfléchit. Je ne suis pas sûr que le gouvernement israélien, qui est dans les difficultés qu'on connaît, je ne parle pas uniquement des difficultés militaires, il y a des difficultés d'avant, il est en sursis, tout le monde le sait, commence à s'y réfléchir parce que ce n'est pas son horizon. Or, il va bien falloir se poser la question palestinienne.
à un moment donné. Et la position française a toujours été, historiquement, depuis De Gaulle, y compris avec Macron, la solution à 2 États. Il n'y en a pas d'autre, je vous le dis, il n'y en a pas d'autre. Alors, elle est très compliquée, mais l'autre solution, c'est le Hamas. Et donc, pardon, le message... quand on parle de complications, et on va mettre une carte d'Israël, quand on parle de complications, on va la mettre devant les écrans et derrière vous, quand on parle de complications, c'est quelle capitale, quelle frontière, quelle autorité oui, où ira c'est très compliqué. Où ira Israël? C'est très compliqué, mais il n'y a pas le choix. Voilà. Donc, quand il n'y a pas le choix... La carte, c'est l'Israël actuel. Pour bien comprendre, on a la partie Israël en jaune, très bien, avec la bande de Gaza en vert, contrôlée uniquement par le Hamas. Voilà, il n'y a plus sur la Cisjordanie, oui. Oui. Non, la bande de Gaza. Oui. De Gaza, contrôlée uniquement par le Hamas. Il n'y a plus d'Israéliens depuis 2005, faut le préciser. Et la Cisjordanie, qu'on décrit souvent comme une espèce de peau de léopard, parce que voilà, il y a des zones vertes qui sont contrôlées par les Palestiniens. Et le reste, en jaune, c'est contrôlé par les Israéliens, alors qu'on est en Cisjordanie et vous avez Jérusalem annexée, Jérusalem-Est. Voilà. Donc, moi, je crains beaucoup aussi, voilà. Vous faites bien de parler de la Cisjordanie, je crains beaucoup aussi que si le mouvement continue et qu'il n'y a pas de mouvement militaire continue, et qu'il n'y a pas de signes politiques qui sont apportés par les Israéliens, alors en Cisjordanie, le Hamas va venir. Oui. Et la crainte principale que j'ai maintenant, c'est le Hamas en Cisjordanie. Parce qu'en Cisjordanie, pour l'instant, c'est le Fatah, c'est Mahmoud Abbas. Pour l'instant, c'est Mahmoud Abbas, un homme dépassé, mais qui a un homme corrompu, c'est toujours vieux, c'est l'autorité palestinienne qui est normalement, théoriquement, aussi l'autorité sur la bande de Gaza, mais qui, pendant cette période conflictuelle, pour des raisons qu'on peut viscéralement comprendre, mais qu'on doit néanmoins condamner, les colons israéliens en Cisjordanie commencent à agresser des Palestiniens sur place. Et donc, du coup, on va voir le Hamas arriver. Il faut donc, à mon avis, qu'il y ait des signes politiques. Je donne mon avis, je suis plus en responsabilité aujourd'hui de la part des Israéliens, et je ne les vois pas. Je ne vois des signes de la part des États-Unis, mais pas pour l'instant des Israéliens. Je pense qu'ils auraient tort de ne pas le faire. Il y a une islamisation de la cause palestinienne. Le Hamas, on a vu le Hamas. Le Hamas, c'est l'islamisation de la cause palestinienne. Et ensuite, à l'autorité palestinienne et l'histoire d'Arafat, etc. C'était une cause politique, bien sûr, et qui était laïque. Parce que l'avenir, voilà. Qui était laïque. Alors après, le jour d'après, c'est compliqué parce que je redis je souhaiterais aussi le dire aux Israéliens, qu'on constate que ce n'est pas le refus de l'existence palestinienne qui permet la sécurité. La preuve. Et si on continue comme ça, ça va recommencer. Donc, ça ne peut pas recommencer tout de suite, ça recommencera dans 5 ans. Mais ça veut dire que ce pays ne sera jamais tranquille. Est-ce que c'est ça que veulent les Israéliens? Je ne le crois pas. Et donc, il faut s'engager maintenant dans un processus. Et l'urgence, c'est quelques signes. Pour moi, le signe, c'est la trêve. Je ne parle pas de cessez-le-feu, moi, personnellement, parce que le cessez-le-feu, ça veut dire un accord. Et on ne va pas passer d'accord avec le Hamas. Je comprends cela. Mais il faut une trêve qui fasse un signe. Comme on n'a pas passé d'accord avec Daesh. Voilà, après, jamais. Non, évidemment. Et je reviens, j'ai pas signalé ça tout à l'heure, mais vous parliez de Raqqa. Quand on a frappé sur Raqqa, quand j'ai donné les ordres de frapper sur Raqqa, c'était sur des cibles. Oui. Alors, il y a eu des dégâts collatéraux, sûrement. Normal, ouais. Mais c'était des cibles. Et donc, il faut vraiment aujourd'hui faire très, très vigilant parce que sinon, il peut y avoir des risques d'embrasement. Alors, moi, je considère que dans l'état actuel des choses, à l'heure où je parle, le grand gagnant de l'histoire, c'est l'Iran. À l'heure où je parle, ça va bouger, ça continue à bouger tous les jours. Pourquoi est-ce que c'est l'Iran du Proche et du Moyen-Orient? Pourquoi est-ce que c'est l'Iran? L'Iran chiite. D'abord parce que il empêche, cette initiative dramatique du Hamas empêche l'accord entre l'Arabie saoudite et Israël, qui allait arriver. Et donc, s'il y avait eu cet accord entre la reconnaissance mutuelle, la normalisation, on appelle ça comme ça, la normalisation des relations entre l'Arabie saoudite, siège de la Mecque. Ce n'est pas uniquement l'Arabie saoudite, c'est l'Arabie saoudite, point de départ de l'islam. S'il y avait eu un accord entre l'Arabie saoudite et Israël, bon, la cause était entendue d'une certaine manière. Il n'a pas eu lieu. Et l'offensive du Hamas, à mon avis, était en partie justifiée par cette
accélération du processus entre l'Arabie saoudite et Israël. Mais Je vais finir sur l'Iran. Ça les dérange? Je vais finir sur l'Arabie saoudite. Moi, il se trouve que je suis allé en Arabie saoudite peu de temps avant. C'était pendant l'été. Et tenez-vous bien, il y avait à la réunion où j'étais à Riyad des ministres israéliens. Personne ne le Totalement disait. inédit, ça. C'était totalement inédit. C'est la première fois qu'il y avait des ministres israéliens. Donc on était dans une spirale de ce type-là. C'est cassé. Mais c'est définitivement cassé? Ça dépend de la réponse aux premières questions que j'ai posées. Je ne suis pas en responsabilité, je peux vous le dire, mais ça dépend de comment ça va se poursuivre l'opération militaire et quels sont les signes que vont donner les Israéliens. Je reviens à l'Iran. Ils font en sorte que l'accord n'ait plus lieu, parce que cet accord-là renforçait considérablement l'Arabie saoudite, et il y a pour la zone du Moyen-Orient, évidemment, une compétition de puissance, avec en même temps la rivalité chiite-sunnite qui date depuis très très longtemps. Et donc l'Iran a intérieurement une volonté de puissance pour pouvoir dominer l'ensemble de la situation. Juste qu'on regarde la carte pour comprendre entre sunnite et chiite, devant vous, monsieur le ministre, l'arc chiite, ça part de l'Iran. C'est surtout l'Iran. Ça va sur un petit bout d'Irak parce qu'il y a une population chiite. La Syrie de Bachar el-Assad, le sud du Liban avec le Hezbollah, et puis le Yémen où il y a des Houthis qui sont... Non, ce sont des alliés, ce ne sont pas automatiquement des chiites. Oui, mais enfin, il y a quand même une volonté de créer un arc chiite. Pas être trop compliqué. L'Iran, 1, l'accord ne se fait pas. 2, Israël est maintenant vulnérable. Il démontre qu'Israël est vulnérable. Jusqu'à présent, la thématique, c'était l'invulnérabilité d'Israël. Mais vous-même, nous-mêmes, on partageait ce point de vue souvent. On disait, Israël, ils sont... Ah non. Alors, pour des raisons dont les Israéliens s'expliqueront ensuite entre eux, mais il s'avère que Israël est devenu vulnérable. Donc ça sert aussi l'Iran. 3, dans le combat pour le retour de la question palestinienne sur le devant de la scène, c'est l'Iran qui est leader, puisque l'Iran a toujours dit cela et n'a pas été se compromettre. Donc ils deviennent pilotes, donc ils deviennent leaders, pas uniquement du monde chiite, mais aussi du monde sunnite. Et donc, en fonction de cela, je ne vois pas aujourd'hui, je vais peut-être vous rassurer de ce côté-là, ni la volonté, ni l'intérêt de l'Iran à ce qu'il y ait un embrasement. Parce que pendant ce temps-là, tranquillement, l'Iran est en train de se doter de l'arme nucléaire et renforce ses capacités spatiales et ses capacités missilières, tranquillement, pendant ce temps-là. Et donc, comme ces acteurs travaillent avec le temps, avec la durée, avec l'éternité quasiment, eh bien, le moment n'est pas venu. Je mets un bémol à cela, à condition que l'embrasement ne soit pas déclenché d'une manière ou d'une autre ailleurs. Le moment, par contre, est venu de faire jouer ce qu'on appelle les proxys que vous citiez, c'est-à-dire les Houthis, c'est-à-dire ceux qui sont soutenus par l'Iran au Yémen, qui ont réussi d'ailleurs à projeter un missile, vous voyez la carte, du Yémen sur Israël. Pas mal, hein? Je ne pensais pas qu'ils avaient des capacités, ça, mais ils l'ont. Bon. Armés par l'Iran. L'Iran les arme. Armés par l'Iran. Le Yémen, l'Irak. Parce qu'en Irak, si Daesh a été vaincu en 2019, il reste Daesh, groupe terroriste sunnite, il reste ce qu'on appelle le mouvement populaire chiite, qui est très important, puisque le Premier ministre est chiite, et vous avez pu constater que ces milices-là commençaient à attaquer quelques bases militaires américaines, parce qu'en Iran, pour simplifier les choses, il reste encore quelques bases américaines. Ce qui explique pourquoi le secrétaire d'État Blinken s'est rendu en Iran les jours derniers pour afficher sa détermination sur le sujet. Donc on joue avec des proxys, avec les risques que ça représente, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est l'Iran qui sort finalement très, très bien de cette situation, sous réserve qu'il n'y ait pas ensuite un risque d'embrasement du conflit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et heureusement, mais je crains que la punition collective risque d'amener éventuellement de solidarité arabe forte et avec des dérapages qui, à ce moment-là, peuvent provoquer une situation très, très préoccupante. Pour l'instant,
Je pense que le calme est resté au rendez-vous, mais quand vous voyez les déclarations des uns et des autres, y compris sur la situation au Liban, disons au nord d'Israël, vous avez au sud du Liban une force qui s'appelle le Hezbollah, qui comprend une centaine de milliers de militaires à peu près, qui est armé aussi, qui est sunnite, mais qui est armé par l'Iran. Les Hezbollah, ils sont chiites. Chiites, pardon, Oui, c'était les Syriens qui étaient sunnites, qui peuvent éventuellement agir à un moment donné. Pour l'instant, les déclarations de Nasrallah sont plutôt apaisantes, sauf que le terme qui est utilisé, c'est flou constructif. Bon, chacun l'interprétera comme il veut, mais des tentations peuvent avoir lieu et des dérapages entraîner à ce moment-là un embrasement. Et s'il y a un embrasement, ça sera vraiment très préoccupant pour l'ensemble de la zone, même si aujourd'hui, ni les Chinois ni les Russes n'essayent d'attiser la situation. Flou, constructif, vous avez Flou, utilisé... constructif, oui. Bien sûr, oui. La position de la France, la position du Alors, la président position de la France, Emmanuel Macron, floue ou pas? Non, elle n'est pas floue. Bon. Je trouve qu'il y a eu quelques, des variations de communication qui ne sont pas automatiquement bienvenues. Moi, quand je regarde les déclarations officielles du président de la République, le plus simple d'ailleurs, c'est de se référer à ce qu'il a dit lorsqu'il est allé en fin octobre et à Tel Aviv, et à Jérusalem, à Tel Aviv, et Amman et le Caire. Les déclarations étaient identiques, c'est-à-dire non au terrorisme, combattre le terrorisme, droit à la légitime défense d'Israël, mais respect du droit international, et en particulier précaution à l'égard des civils et trêve potentielle, et solution politique avec le chemin vers deux États, même s'il sera compliqué. Si on ne le fait pas, je pense, il y aura, à mon avis, demain d'autres lendemains qui déchanteront, et il faut que la pression internationale puisse faire en sorte que ça puisse se produire. Il y a des précédents qui montrent que dans une période de très grande préoccupation, voire d'affrontement, on peut sortir positivement. C'est peut-être le moment, après cette grave crise, sous réserve aussi que l'opération israélienne soit mesurée. C'est en 1973, lorsqu'il y a eu la guerre du Kippour, et c'est juste après la guerre du Kippour, menée par les Égyptiens et les Syriens contre Israël. C'était très lourd, et c'est juste après que s'est fait la paix entre l'Égypte et Israël, alors il y a eu uniquement un cessez-le-feu. Bien sûr, 78 avec Sadat, et puis avec la venue de Sadat, enfin avec l'accord Sadat-Begin à Camp David. Donc 77. Ouais. Il y a des hypothèses possibles, favorables, potentiellement, à condition qu'il y ait des volontés politiques pour le faire. Je voudrais vous poser une question qui va peut-être nous permettre de faire le lien avec le conflit en Ukraine. On voit quand même se dessiner quelque chose qui ressemble à une guerre plus ou moins froide, plus ou moins tiède, entre d'un côté les démocraties libérales, alors c'est pas que l'Occident, mais enfin disons en tout cas les démocraties libérales, et de l'autre les pays libéraux et les dictatures. Est-ce que vous partagez cette crainte de l'idée, au fond, de la matérialisation d'un choc de civilisation ? C'est ce que voudrait, d'une certaine manière, Xi Jinping et Poutine. Je ne suis pas sûr qu'on en soit déjà là. Et ce n'est pas lié du tout à la crise du Proche-Orient. Ce phénomène-là que vous évoquez, il existe déjà depuis plusieurs années. Et c'est accéléré avec la crise ukrainienne et avec la crise du Proche-Orient. C'est en phase d'accélération. C'est en gros, je commençais par mon propos en vous disant, on vit sur une architecture mondiale qui datait de 1945. Celle-ci est en train de tomber, y compris sur les exemples de sécurité collective que j'évoquais en commençant. En gros, le discours consiste à dire, de la part de certains, et singulièrement de la Russie et de la Chine, le mode d'organisation de la planète depuis 1945, c'est celui des impérialistes. Nous n'étions pas en situation à ce moment-là de pouvoir compter, mais maintenant, c'est fini, on tourne la page. Les valeurs dont ils parlent, c'est des valeurs impérialistes ou colonialistes. Leur mode de relation avec nous, c'est le mépris.
Et donc, il faut changer le mode de fonctionnement. Et vous sentez ça, on pourra peut-être parler un peu de l'Afrique tout à l'heure, mais vous sentez ça aussi beaucoup en ce moment dans le monde africain. Et donc, moi j'appelle ça la coalition du ressentiment, ou la coalition des ressentiments. Et il y a cette tentative-là pour changer l'ordre mondial. Contre l'Occident, dit Poutine, puisque c'est lui qui utilise ce mot-là, l'Occident global, pour le Sud global. C'est pas le Sud, la Russie, c'est pas le Sud, mais il s'appelle Sud global parce que ça donne une dimension un peu tiers-mondiste, d'une certaine manière, à tout cela. Et donc il faut être extrêmement vigilant, et je pense que nous n'avons pas, je dis nous, je ne vais pas dire nous les Occidentaux, parce que je dirais plutôt nous les démocrates. Parce que nous, mais au début c'était nous les Occidentaux, nous n'avons pas fait la place qu'il fallait à un certain nombre d'acteurs dans les institutions internationales au moment où il aurait fallu le faire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, nous, membres du Conseil de sécurité, mais les membres permanents du Conseil de sécurité, ils sont 5. Alors depuis 1945, il y a quand même eu l'apparition du Brésil, l'apparition de l'Inde, l'apparition de l'Afrique, l'apparition de l'Arabie Saoudite, et tout cela ne sont pas partie prenante. Donc on a eu une posture qui est née aujourd'hui avec le retour, avec le regard que l'on peut porter sur ce qui s'est passé, qui n'était pas convenable. Et donc il faut que nous puissions prendre des initiatives, y compris dans les organisations internationales. Sinon, ils vont faire d'autres organisations internationales. Vous avez vu l'autre jour le dispositif le système qu'on appelle les BRICS, Brésil, Russie. Je dis ce que ça veut dire parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache bien. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Les 5. Les 5 sont maintenant 11. Ils ont décidé d'ouvrir. Et qui y a dans les autres? L'Argentine, très bien. Les Émirats, très bien. L'Éthiopie, l'Égypte, l'Iran, oui. L'Indonésie. Non, il m'en manque un, je ne sais plus. L'Arabie Saoudite. Mais à la réunion qu'ils ont tenue, qui est en Afrique du Sud, à laquelle Poutine n'avait pas pu participer parce qu'il est poursuivi par la Cour pénale internationale, et comme l'Afrique du Sud a signé le traité sur la Cour pénale internationale, il aurait été mis en prison en Afrique du Sud, ce qui aurait quand même fait un peu désordre. Mais la Russie était représentée par mon excellent camarade Lavrov. Ils ont élargi en disant on veut créer un ordre mondial alternatif. C'est la coalition des ressentiments. Et vous observerez que, pour revenir un petit peu au Proche-Orient, la Russie, qui avait jusqu'à présent de bonnes relations avec Israël, vient de casser ce dispositif, soutenir le Hamas et recevoir le Hamas à Moscou. C'est une rupture importante. Au-delà de ça, est-ce que cette coalition des BRICS, nouvelle formule, je ne sais pas comment ils l'appelleront d'ailleurs, parce que si on rajoute les initiales, ça sera un peu trop compliqué. Moi, je suis assez sceptique. Et je ne suis pas très chaud pour qu'on utilise en permanence le Sud global ou le thème l'Ouest contre le reste, parce qu'il y a trop de divergences entre eux. Je ne vois pas, d'abord, dans cet ensemble à 11, il y a beaucoup de démocraties. Il y a des démocraties. L'Inde est une démocratie. Le Brésil est une démocratie. L'Argentine est une démocratie. C'est des démocraties qui fonctionnent un peu différemment des nôtres, mais ce sont des démocraties. Il y a un parlement qui se réunit, il y a des votes. Et donc, on ne voit pas un ordre mondial se faire, un nouvel ordre mondial avec des démocraties, une royauté comme l'Arabie Saoudite, des pays totalitaires comme la Russie et la Chine. Bref, il y a des interrogations, et je pense que c'est un épisode d'un moment de l'histoire, à condition que nous sachions, nous, prendre les moyens pour essayer d'inverser la situation, parce qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs qui agissent en fonction de l'humeur du moment. Il y a 190 pays dans le monde. Beaucoup n'ont pas voté les résolutions que nous présentions. Je vais passer à l'Ukraine par ce biais-là, au moment de l'Ukraine. Parce que ça ne les intéressait pas, parce qu'ils veulent rester neutres un peu dans tout ça, parce qu'ils ne veulent pas se fâcher automatiquement avec la Russie, mais en même temps, ils ne veulent pas se fâcher avec ce qu'on appelle l'Occident. Donc, mais ce mouvement-là existe,
Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas trop pas parler d'Occident, mais parler des démocraties, avec des variations de ces démocraties. Et qu'il ne faut pas parler de nos valeurs, mais des principes de l'humanité. Quand on dit nos valeurs, ça fait civilisationnel. Et donc, ça renforce le côté coalition des ressentiments. Alors, si on dit les principes, ouais, c'est, à mon avis, plus fort, à condition qu'on pose des actes à côté. C'est ce qu'on essaye de faire. D'une certaine manière, je suis en train de réfléchir tout haut, mais le fait d'avoir ce qu'on appelle les COP, COP, ça veut dire conférence des parties, sur un certain nombre de sujets lourds, en particulier la biodiversité et le climat, les COP peuvent être éventuellement un lieu où on puisse dépasser cette coalition des ressentiments sur des sujets de ce type-là, pour montrer qu'on donne de la force, de la considération, du respect à des pays qui le méritent. Et progressivement, on pourrait aboutir à une solution plutôt plus positive. Alors, l'Ukraine, et puis après, on essaiera d'aborder un tout petit peu la diplomatie française, la place de la France. Oui, ça va. Aux environs de 23h, 23h30. L'Ukraine, où est-ce qu'on en est? Parce que pendant qu'on parle depuis le 7 octobre, beaucoup d'Israël, et à juste titre, bien entendu, et ce que vous avez expliqué était passionnant. Où est-ce qu'on en est finalement? L'hiver va démarrer. On en est à la fin de la deuxième année d'intervention russe. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais je vais vous le dire, parce que c'est très révélateur. En février 2022, les Russes étaient tellement convaincus qu'ils allaient faire qu'une bouchée de l'Ukraine que les soldats qui venaient de Biélorussie avaient dans leur bagage leur tenue d'apparat pour défiler le surlendemain ou dans 3 jours dans les rues de Kiev. Et oui, c'est vrai, avec les médailles qui convenaient pour les généraux. Donc c'est une réalité. C'est-à-dire qu'ils pensaient que ça allait se passer très rapidement. Et en fait, pour des tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir ce soir, l'offensive russe a échoué. Mais là, nous sommes dans une situation un petit peu figée, avec une forme de guerre de tranchées, de guerre figée. La Russie a réussi à se reconstituer en sachant qu'ils ont eu énormément de morts, mais finalement, le nombre de morts a relativement peu d'importance dans le fonctionnement de la Russie, puisque des compensations sont faites, puisque la maîtrise autoritaire de Poutine évite des perturbations, et pour l'instant, il n'y a pas eu d'action des veuves ou des mères, comme il y avait eu pour l'Afghanistan. Quand les Russes étaient en Afghanistan, ce mouvement-là avait été extrêmement profond, ça avait amené les Russes à se retirer de l'Afghanistan. Sur l'Ukraine, non. Et la contre-offensive ukrainienne, qui devait avoir lieu, patine un peu, même si hier et aujourd'hui, il y a eu des résultats de passage du Dniepr. On n'a pas la carte là, mais qui montre que les forces ukrainiennes ont réussi à passer de l'autre côté. Il n'empêche que l'hiver va passer comme ça. Et à mon avis, l'hiver prochain aussi. Pourquoi ? Parce que l'échéance russe, l'échéance américaine des élections de 2024 est tout à fait essentielle pour Poutine. Mais c'est ça qui conditionne le coup d'après. Les élections, je vais vous dire non, pas totalement. Je précise ma pensée, pas totalement. Je pense que c'est ce qui motive aujourd'hui Poutine. Qu'il est convaincu qu'avec Trump, il passera un accord et puis ça sera comme ça. Ce qui est vraisemblable. Dites-nous, parce que... Tandis que... Pardon. Vous, ce qui est une immense différence avec tous les gens dans cette salle, vous connaissez Donald Trump? Oui. Mais vous je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais je le connais. Oui. Mais vous avez l'air affirmatif quand vous dites que Poutine attend de toute façon, espère une élection de Donald Trump. Mais est-ce qu'il a raison d'espérer une élection de Donald Trump? Je le crains parce que l'élection de Trump est possible aussi. Oui. Voilà. Je pense que l'élection de Trump est possible. Je pense que ce pays, même si j'ai beaucoup de considération pour le président Biden, je l'ai dit en commençant, je pense que ce pays est fracturé, lourdement, plus fracturé qu'on ne le pensait, plus fracturé que nos propres pays en Europe. On sait qu'on est fracturé, y compris notre propre pays, mais les États-Unis sont plus fracturés, et on ne l'imaginait pas à ce point. Et donc, je pense que cette élection est possible. Je ne le souhaite pas, et il faut faire en sorte qu'elle n'ait pas lieu,
Mais si elle a lieu, je suis très interrogatif sur notre avenir commun. Et il faudra à ce moment-là que l'Europe prenne sa place. Parce que, alors, dans l'attente, il faut que nous continuions, mais ce que veut faire Biden, et il a raison, et nous aussi, à aider l'Ukraine, en particulier dans certains secteurs de défense antiaérienne, en particulier parce que c'est le secteur qui pêche le plus, de continuer à fournir en armement. Vous savez que l'Europe aide autant l'Ukraine que ne le font les États-Unis, en termes financiers bruts. Alors, il faut intégrer ça. Mais si d'aventure, il y avait la victoire de Trump, ça poserait vraiment beaucoup de questions, y compris sur nos propres sécurités. Parce que j'ai entendu Donald Trump relativiser le rôle de l'OTAN. On n'a pas ça suffisamment en tête. L'OTAN, c'est notre sécurité, article 5. C'est-à-dire, on rappelle que si un pays, est agressé, les autres doivent être solidaires. J'ai entendu Donald Trump dans des réunions qui étaient entre autres un peu publiques, où il y avait quand même pas mal de monde, relativiser. En disant, entre autres, c'était au moment de l'adhésion du Monténégro. Il faut dire que le Monténégro, c'est pas très grand par rapport aux États-Unis, mais il avait posé la question publiquement, est-ce que les États-Unis iraient soutenir le Monténégro si il était agressé? Je suis pas sûr. Trump. Et donc, il faut que nous sachions, que vous sachiez, que dans l'accord de Lisbonne, c'est-à-dire dans les traités européens qui nous fondent, il y a un article, qui est l'article 42.7, qui dit la même chose. Et ça, on ne le dit pas assez. Nous avons une force de sécurité entre nous, les Européens, à condition de faire les efforts financiers et militaires nécessaires. Mais lorsqu'un pays de l'Union européenne est agressé par l'extérieur, les autres doivent le seconder. Sur l'article 5 de la charte de l'OTAN, il n'a été mobilisé qu'une fois dans l'histoire, c'est après les Twin Towers, c'est-à-dire pour les Américains. Ça a été utilisé qu'une seule fois pour les Américains. C'est pas là qu'on l'attendait, mais c'est là qu'il a eu lieu. Et l'article 42.7 de l'Union européenne a été utilisé une fois après les attentats du 13 novembre. Donc, où tous les pays européens nous ont aidés à ce moment-là, militairement, en apportant... alors, c'est contre le terrorisme, on ne va pas tous frapper ensemble sur Raqqa, mais il y a eu une action militaire et politique très forte de la part des Européens qui ont été au rendez-vous. Si d'aventure, il y a la victoire de Trump, je crains une crise de l'OTAN et je crains une crise majeure au niveau de l'Ukraine. Et la raison de l'adhésion de l'Ukraine, du processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, est aussi une raison politique. Mais moi, je ne sais pas comment se termine la situation. Il n'y aura pas de négociation ou de discussion possible, à mon avis, avant ces échéances-là. Sauf à ce qu'en 2024, il y ait une percée ukrainienne suffisamment significative. Mais pour l'instant, on ne la sent pas. Mais peut-être qu'elle aura lieu s'il y a renforcement de l'armement, utilisation. La Russie a une profondeur stratégique nettement supérieure à l'Ukraine. Il y a plus de monde, il y a plus de... et le pays, la Russie, vit aujourd'hui en économie de guerre. C'est plus l'économie d'il y a 2 ans. C'est l'économie de guerre. Tout est organisé en fonction de la guerre. On achète des produits à la Corée du Nord que par ailleurs on détestait. Mais c'est comme ça. C'est une situation qui est quand même assez préoccupante, même si elle n'est pas de nature, là, aujourd'hui, à entraîner une extension de conflit. Après, je pense que l'année 2024 est essentielle pour le monde. Le vote américain, mais il y a aussi un vote en Russie. Tout le monde vote en 2024. Les Russes ont voté. Je pense qu'ils vont voter Poutine. Les Européens, comme ça. Les Européens aussi. Les Européens aussi. Votent aussi. Ouais. Et cette élection ne sera pas secondaire. Eh ben non, avec une nouvelle commission. Les Ukrainiens aussi. Les Britanniques aussi. Bon, mais l'élection la plus importante, ce sera l'élection américaine. Bien sûr. La diplomatie française. Est-ce que la France est encore une grande diplomatie? Alors, vous avez rappelé à juste titre le siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. On a l'un des plus grands réseaux d'ambassades au monde. Quels sont nos atouts? Quelles sont nos faiblesses? Qu'est-ce qui fait qu'encore la voix de la France porte en matière diplomatique? Et je rappelle, ces 5 dernières années, ou presque, vous avez été... La diplomatie, ce n'est pas un truc à part. Hein. La diplomatie, c'est l'expression de notre puissance. C'est pas la diplomatie, c'est pas une ONG. Hein. Certains pensent ça, pas moi du tout. La diplomatie, c'est un rapport de force
pour préserver pour deux choses. Basé sur quoi ce rapport de force? Préserver nos intérêts. Le b.a.-ba, c'est on préserve nos intérêts. C'est un peu cru de dire ça, ça fait pas propre, mais la réalité, c'est ça qu'il faut faire. Alors, ce ne sont pas des grands discours lénifiants, on préserve nos intérêts, on se bat pour nos propres intérêts. Un point, c'est tout. Et nos valeurs. Il faut espérer que nos intérêts ne soient pas en contradiction avec nos valeurs. Parfois, ça arrive. Mais d'une manière générale, c'est ça. On se bat d'abord pour nos intérêts. Et pour les intérêts européens. Mais d'abord pour les nôtres. C'est comme ça, les rapports de force. Bon. Et ça peut être... Quand mon camarade Trump décide de taxer l'acier et l'aluminium, il y a, je ne sais plus quelle année, peu importe, nous répondons en taxant le whisky américain et les motos Harley-Davidson. Alors, c'est pas la même ampleur, mais singulièrement, ça fait mal là où ça se passe, parce que les circonscriptions étaient les plus favorables de Trump. Voilà, on fait du rapport de force. Et la diplomatie, ça aide à cela, et ça fait partie aussi de la vocation. Dans le rapport de force, moi, c'est une de mes grandes constatations de mes 10 années, là, l'influence est essentielle. Et est-ce que l'influence, ça veut dire, c'est pas uniquement j'ai des muscles. C'est important. Quand je dis j'ai des muscles, ça veut dire j'ai une armée, j'ai l'arme nucléaire. Ne pas oublier qu'on est quand même aujourd'hui le plus grand espace maritime mondial. On est devant les États-Unis. Ça a été recalculé. Bon, bien sûr. Je crois ce qu'on me dit, mais juste devant. Le plus grand espace maritime mondial, exactement. 11 millions de kilomètres carrés, ce qui est quand même énorme. Donc on est tout ça. On a la francophonie. On a 56 pays qui sont membres de la francophonie, qui parlent français. On a des alliances françaises. On a une présence. On a du et l'essentiel maintenant, c'est de considérer que l'influence, c'est-à-dire l'influence, ce qu'on appelait avant le soft power, pour moi, ça n'existe plus. On n'est que dans le hard power. Et il suffit de voir comment, en Afrique, le soft power russe est devenu un hard power pour organiser des coups d'État. C'est très révélateur. Donc il faut que nous puissions renforcer notre présence de cette manière. Et je crois que la diplomatie française est respectée et reconnue par l'ensemble de nos interlocuteurs. On a un des réseaux les plus importants du monde. Ouais. On a des gens qui sont de grande qualité. Et puis on fait le job, je crois. Ils font le job, parce que je n'y suis plus. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans Je rappelle, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères. Quelles sont les nouvelles règles qui régissent le monde le retour de la barbarie, celle des Russes, celle du Hamas. La fin du droit, comme vous l'avez. La fin du droit. J'ai dit ça en commençant. Enfin, c'est la fin du droit international. La diminution considérable du rôle des Nations Unies. Moi, j'ai siégé au Conseil de sécurité. J'ai même présidé le Conseil de sécurité plusieurs fois. Ça ne sert plus à grand-chose. Sauf être un lieu d'expression, un lieu moral. Ça compte. Des lieux qui redisent un peu le droit, verbalement. Mais en termes d'efficacité, le fait que... Moi, j'ai constaté tout ça. Le veto russe sur les décisions des Nations Unies est quasiment très régulier. Et ça me ramène d'ailleurs à la question de tout à l'heure sur la coalition des ressentiments. Il y a 5 pays qui ont le droit de tout arrêter aux Nations Unies. C'est les 5 vainqueurs de la guerre de 1945, dont nous faisons partie, ben, tant mieux. Mais quand même, les autres, comment est-ce qu'ils peuvent juger cela ? Mais même regardez, et en plus, ceux qui ont le droit de veto l'utilisent pour que ça n'avance pas. Les Russes, les Chinois, qui suivent généralement les Russes, ils ne sont pas à l'initiative là-dessus, généralement les Russes, et même les Américains du temps de Trump méprisaient complètement les Nations Unies. Le seul moyen de sortir positivement de cette situation, c'est de renforcer le rôle des conférences des partis que j'évoquais tout à l'heure, la conférence des partis sur le climat, la conférence des partis sur l'éducation, la conférence des partis sur la biodiversité, voilà des sujets qui intéressent le monde entier, et sur lesquels d'autres pays que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité doivent se mobiliser, peuvent se mobiliser, le font, et peut-être qu'on peut, à partir de là, avancer sur des progressions. Moi, ce qui m'a changé, puisque je vois que le temps avance beaucoup... On va donner la parole à la salle dans un instant, très vite, avec des questions. Ce qui m'a le plus marqué, c'est
finalement la dislocation progressive de toutes les références internationales et de la dislocation de la communauté internationale. On parle souvent de communauté internationale, il n'y en a plus. Ne parlons plus de communauté internationale, ça ne veut plus rien dire. Et source de satisfaction, quand même, en disant la montée de l'Europe. C'est ce que je veux dire, c'est le retour de l'Europe après l'invasion russe. J'ai été un peu pessimiste dans tout ce que j'ai dit là, mais jusqu'à présent, mais quand même, le réconfort, c'est la montée de l'Europe. Je donne un exemple souvent qui est très révélateur. En 2015, je crois, j'étais ministre de la Défense à ce moment-là, et Ursula von der Leyen aussi. On avait essayé tous les deux de monter un truc en application du traité de Lisbonne, qui s'appelait la coopération structurée permanente, CSP, qui fait que quand deux pays veulent faire plus dans le domaine militaire, ils peuvent le faire à condition que les autres soient d'accord. Et nous, on avait dit, on est contents tous les deux, on va faire en sorte que nos services de santé puissent mieux travailler ensemble. C'est quand même pas une révolution, hein. Les services de santé allaient mieux travailler ensemble, et donc on est d'accord, on vous demande l'autorisation d'appliquer l'article, je ne sais plus combien, du traité de Lisbonne. On n'avait pas eu l'autorisation. On n'a pas eu l'autorisation. C'était il y a moins de 10 ans, il y a 10 ans. Donc depuis les Européens apportent un soutien financier à l'Ukraine. Ils sont dotés un soutien militaire important. Ils se sont dotés de méthodes en matière de défense. Depuis, les Européens ont créé leur fonds européen de défense. Depuis, les Européens ont créé ce qu'ils appellent la boussole stratégique, et donc les choix militaires que les Européens doivent faire. Depuis, on a augmenté nos budgets de défense, ne serait-ce que dans ce domaine-là, mais pas uniquement. Et je crois que ce qui est, mais je vais arrêter là parce que donc je vais éviter, il n'y aurait pas de questions. Je pense que le moment le plus important pour l'Europe, ça a été la crise du Covid. La crise de Covid. Parce que les Européens, la santé ne fait pas partie des compétences européennes. Tout le monde s'est assis dessus. Il n'y avait pas le choix, il fallait travailler ensemble. On a travaillé ensemble sur les questions de frontières. On a travaillé ensemble sur la production de vaccins. On a financé la production de vaccins. On a obtenu des résultats sur les vaccins. Et ensuite, on a pu faire en sorte que ces vaccins soient distribués non seulement en Europe de manière mutuelle, mais aussi dans d'autres pays du monde. Et ça a permis la prise de conscience, que nous étions dépendants, que nous avions fait trop de transferts en Inde ou en Chine dans le domaine des médicaments, c'était surtout l'Inde, mais en Chine un peu, et que nous avons rapatrié d'urgence ces compétences. La recherche a permis de trouver des vaccins qui convenaient. Nous nous sommes rendus compte que nous étions dépendants, mais nous nous sommes rendus compte aussi que si on le voulait, nous pouvions avoir une autonomie productive. Et je crois que ça a inversé la manière dont les Européens se perçoivent entre eux. Il me semble que ça a été... Après, il y a eu l'Ukraine, ça fait accélérer, mais c'était un moment, je crois, extrêmement important. Allez, des questions, peut-être là, au premier rang, dans les premiers rangs. Alors, oui, alors, bah voilà, on va commencer. Vous, directeur général du fonds Arbevel, voilà, c'est ça. Oui, bonjour, j'avais une question sur le Qatar et Al Jazeera. Quand on voit la population et surtout les jeunes, on voit les réactions par rapport au conflit en cours, le décalage entre les gouvernements et la population. Et quand on regarde Al Jazeera, c'est pas TikTok, mais le traitement de l'information n'est pas qu'elle est complètement biaisée, c'est même mensonger en fait. Donc quand on est jeune, non éduqué, et quand on voit la façon dont c'est traité, on comprend la population en fait. Et c'est dans un pays, le Qatar, qui est un pays ami. Quel est le rôle du Qatar, justement? Est-ce qu'il n'y a pas un double jeu du Qatar, Jean-Yves Le Drian? De la part des autorités, je ne crois pas. Mais je ne crois pas. Le Qatar, en plus, on l'oublie, c'est le lieu où il y a la plus grande base américaine de l'ensemble de la zone. C'est le Qatar. Et donc, le fait que se trouvent au Qatar des émissaires du Hamas, c'était à la demande des Israéliens, pour qu'il puisse y avoir un interlocuteur avec qui on puisse parler. C'était aussi le cas des talibans. C'est un peu entre guillemets, le Genève du Moyen-Orient, de cette zone-là. Et donc, ils se flattent d'avoir ce rôle de diplomate, et ils l'ont, en fait. Moi, je m'occupe un peu du Liban, on n'aura sans doute pas le temps d'en parler, mais j'ai aussi un interlocuteur au Qatar.
Ça, c'est sur le fonctionnement du pays. Non, je crois qu'il n'y a pas... Il n'y a pas d'interrogation de double jeu, je ne le crois pas, même si le Qatar parle avec l'Iran. Et heureusement qu'on a quelqu'un qui parle avec l'Iran. Le Qatar parle, dans les moments un peu compliqués, parlait avec la Turquie au moment où on était un peu en difficulté. Ça aide dans l'apaisement général. Mais ce à quoi vous faites référence, c'est les médias arabes, ils sont globalement en solidarité avec les Palestiniens. Et ça me ramène au point de départ. La question palestinienne est revenue sur le devant de la scène alors que certains pensaient, et je pense que c'était aussi à un moment donné la logique de la diplomatie américaine, qu'on pouvait trouver des solutions pour faire en sorte que la question palestinienne passe sous le radar. C'est fini. Elle ne passera plus sous le radar. Et donc le Hamas a réussi ça. L'Iran aussi, je le disais tout à l'heure. Donc il faut trouver aujourd'hui les chemins qui devraient permettre de trouver des solutions. Ça sera très long. Mais ce que vous évoquez comme référence à la chaîne Al Jazeera, mais c'est vrai des autres chaînes dans le monde arabe, elles sont en soutien des Palestiniens. Et il ne faudrait pas que progressivement, Palestiniens égale Hamas. Et donc si on veut éviter que Palestiniens égale Hamas, il faut chercher d'autres voies palestiniennes. C'est pour ça que je parlais d'islamisation tout à l'heure. L'islamisation, c'est le Hamas, et c'est aussi, d'une certaine manière, un petit peu le Hezbollah, c'est-à-dire le lien entre la réalité politique palestinienne et le radicalisme islamiste. C'est ce qu'a fait le Hamas. Mais la défense de la cause palestinienne aussi, même chez nous, peut être instrumentalisée par des islamistes aussi. Pareil, voilà. pareil. Donc c'est ça qui est malheureux. Le problème, c'est le chemin. Et je ne sais pas comment on pourra faire, je n'ai pas la réponse maintenant. Mais ça ne peut pas... Je pense que les Européens doivent jouer un rôle dans cette affaire. Alors, vous êtes 1000 dans la salle, je ne pourrais pas donner la parole à tout le monde. Allez, peut-être les étudiants de la London School of Economics, n'importe lequel ou n'importe laquelle, prenez la parole. Allez, s'il vous plaît, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur le ministre. J'aimerais vous interroger sur le Liban, puisque vous êtes actuellement envoyé personnel du président de la République. Et j'aimerais savoir quelle est votre perspective sur le dénouement de cette crise sociale, politique, économique et militaire que traverse le Liban. Qu'est-ce que vous avez à dire aussi sur la pétition qui avait eu, même si c'était pas très sérieux peut-être, mais qui avait pour but de faire du Liban un protectorat français, qui avait recueilli quand même 200 000 signatures. Et voilà, sur votre rôle, le rôle de la France, etc. dans cette crise. Merci beaucoup. Voilà, essayons d'être le plus concis possible. Oui, je vais essayer parce que sur le Liban, je tiens 2 heures. Hein, donc et même 2 heures, c'est concis. Voilà un pays qui, aujourd'hui, n'a pas de président de la République, n'a un Premier ministre qui expédie les affaires courantes, qui ne peut même pas réunir son gouvernement, dont le Parlement ne se réunit plus, dont l'ancien gouverneur est sous les écrous de la Banque centrale, où il y a un taux de chômage des jeunes de 50%, où la corruption est partout, et en plus il y a la guerre. Et la question que je me pose, il y a la guerre à côté. Et quand on dit maintenant au Liban, on parle à qui? Quelle adresse? Quelle personne? Il n'y a pas. Et au moment où on voit ce qui se passe au Proche-Orient, et la responsabilité incombe aux Libanais. Je n'arrive pas à comprendre comment ce pays qui a des hommes et des femmes avec tellement de talent, de capacité d'entrepreneuriat, d'initiative, partout dans le monde, y compris au Liban, chez eux, comment ce pays avec tant d'individualités fortes réussit un tel échec collectif. Ça, c'est une contradiction majeure des Libanais. Et en plus, ils ne s'entendent pas entre eux. Et donc, ils sont en jeu tactique en permanence. Donc, c'est épuisant. J'espère pouvoir m'en sortir pour les Libanais. J'en dis pas plus, mais la constitution libanaise est un peu compliquée. Il faudrait d'abord de la volonté de la part des Libanais, des responsables politiques libanais, de trouver une solution à la crise. Quand même, ça ne fait pas très sérieux, excusez-moi, d'un pays en bordure de crise, sans aucune autorité. Il n'y a personne. Et ils sont en train de discuter, là, aujourd'hui, j'ai compris ça, de savoir qui allait être le sous-chef d'état-major de l'armée libanaise. C'est vraiment le sujet d'actualité, quoi. Un problème de promotion de carrière. Bref, c'est parfois irritant, mais j'espère qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Sinon, le pays mourra, sinon.
Une question courte, madame. Oui, bonsoir Monsieur Le Drian. Ma question n'était pas du tout une polémique, mais juste j'attends une réponse aussi courte que j'espère ma question va l'être. C'est pour le cas de l'Afghanistan. En 2018-2019, vous avez ouvert les dialogues collectivement, les pays européens et les États-Unis, avec ces talibans, ces mêmes qui étaient nos ennemis une quinzaine d'années plus tôt, l'ennemi de l'Occident et de la démocratie, puisque si on est parti en Afghanistan, c'est bien parce qu'il y a eu le 11 septembre 2001. Quelques années plus tard, ils sont devenus des personnalités avec qui on pouvait négocier. On les a mis dans une table de négociation, ce dont nous avons dénoncé les Afghans massivement. Donc ma question est, si je vous entends bien, la diplomatie française, c'est la défense de nos intérêts et de nos valeurs. Aujourd'hui, il y a un génocide en Afghanistan, 28 millions de femmes emmurées vivantes, vous le savez bien. C'était vos conditions sine qua non pour ne pas négocier avec eux, donc ça s'est fait. Et deuxième chose, nos intérêts, l'Afghanistan est devenu aujourd'hui le laboratoire de fabrication de terroristes qui demain vont revenir ici dans nos pays, comme l'avait dit Massoud en avril 2001, quelques mois avant le 11 septembre 2001. Donc l'histoire se répète, mais cette fois-ci on a négocié avec eux et on leur a donné la clé. Alors comment croire en un avenir de la démocratie, alors que ces deux valeurs dont vous venez de dire qui représentent notre démocratie sont aujourd'hui bafouées par ce régime terroriste? Je pourrais être très long aussi sur l'Afghanistan. Quand les talibans sont rentrés dans Kaboul, les Français avaient décidé en 2012, c'est moi qui ai fait le retrait d'Afghanistan, et je pense que j'ai bien fait de retirer nos forces en 2012. En fin 2012, c'était réglé, parce que nous estimions que notre présence n'était plus indispensable à ce pays. Vous savez, il y a un sujet, je ne sais pas combien de temps j'ai encore là. Pour cette réponse, 5 minutes au total, avec encore deux questions qui arrivent. Je voudrais arrivent. vous dire une chose sur les armées, et sur la présence des armées dans des pays comme l'Afghanistan, mais aussi comme en Afrique. Parce que je me suis posé beaucoup cette question-là à propos du Mali. On n'aura sans doute pas le temps d'en parler. Mais pour évoquer cela. Une armée qui vient libérer, elle est au départ généralement bien acceptée. Et puis progressivement, l'armée de libération devient une armée de protection, puis une armée de confort pour les autres, les armées du pays concerné, puis une armée de substitution, et à la fin, une armée d'occupation. Et quand il y a l'armée d'occupation, il faut la vider. Moi, j'ai vécu ça, très franchement, dans la gestion du Mali, puisque j'ai du début jusqu'à la fin. Et sur l'Afrique, il y a d'autres éléments qui sont intervenus, puisque, je vais revenir à l'Afghanistan, mais puisque dans les 3 pays d'Afrique où il y a eu demande de retrait des forces françaises, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ils ont toutes renvoyé promener en même temps, c'est-à-dire ces 3 demandes de sortie de la France sont intervenues après des élections démocratiques, dont on a vidé le gagnant. Dans les trois cas. Je ne referai pas l'histoire, mais y compris Bazoum. Le dernier, c'est Bazoum au Niger. Il a été élu démocratiquement et on le sort par un coup d'État. Contre la démocratie, finalement. Ça nous revient. On revient à la discussion de tout à l'heure. On le sort par un coup d'État et dans la foulée, on demande à l'armée française de partir. C'est-à-dire que l'armée française fait l'objet d'un peu bouc émissaire de tout cela. Mais pour les raisons que j'ai indiquées, parce qu'au fur et à mesure, elle est perçue comme ça, et donc on renvoie tout le monde. Sur l'Afghanistan, les talibans sont rentrés librement dans Kaboul parce que les autorités afghanes sont parties, ont fui. Rappelez-vous quand même, vous aviez élu, vous les Afghans, un président. Et votre président, quand il a senti que les talibans allaient arriver à Kaboul, il a pris la poudre d'escampette. Je ne sais pas où il se trouve maintenant, mais il est parti. Il n'y avait plus rien. Je tiens à rappeler les choses quand même. Même si nous n'étions plus militairement présents, nous avions à ce moment-là, j'étais en responsabilité, mis en place des avions pour transférer beaucoup d'Afghans qui sont venus par les avions de la France et aussi ceux du Qatar, puisqu'on avait mené l'opération avec le Qatar pour les protéger contre les risques des talibans. Donc, voilà la réalité. Et quand il y a eu des discussions à Doha, ces discussions ont été initiées sous l'autorité de Trump à l'époque. Après, Biden l'a repris et n'a pas abouti à un résultat correct. Et je sais toutes les difficultés que traverse ce pays en ce moment, et en particulier
la manière dont les femmes sont traitées dans ce pays. Oui, il faut le dire publiquement, il faut témoigner publiquement, mais je ne suis pas sûr que ce soit une opération militaire qui réglera l'affaire. Allez, peut-être une dernière question. Je suis désolé, mais Si. là, il est déjà bientôt 20h15. Monsieur le ministre, je suis conseiller du commerce extérieur, c'est un réseau que vous connaissez bien. On est une vingtaine dans la salle ce soir. On n'a pas parlé de la Turquie. Son rôle paraît quand même assez évident et assez appuyé au cours de ces derniers mois, aussi bien en Ukraine qu'au Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous pensez de la position effective de Erdogan ? Comment dire ? Le fait que la communauté internationale dont on parlait tout à l'heure se soit disloquée et fragmentée aboutit à ce que les pays qui ont une vocation, qui estiment avoir une vocation impériale, pratiquent le menu à la carte. Certains vont même dire je pratique l'amour libre. Je vais avec un tel parce qu'il va me rendre ce service-là. Il n'y a plus de cloisonnement, d'alignement. Ils sont multi-alignés, si vous voulez. Et la Turquie, c'est le meilleur exemple. Je reste dans l'OTAN. Il reste dans l'OTAN. J'ai sur mon territoire, je parle comme si j'étais Erdogan, j'ai sur mon territoire la bombe atomique américaine. Sur mon territoire. On ne peut pas être mieux dans l'OTAN que cela. Mais je vais aussi parler avec Poutine et je soutiens le Hamas. L'amour libre. Mais je suis la Turquie. Et donc, on me respecte parce que je fais combien 80 millions d'habitants. Et donc, voilà, j'ai une histoire. Voilà. Et quand je vois l'Iran qui est en train de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, je commence à tiquer un peu. Parce que, attention, l'Iran, c'est tout près de chez moi. Si lui a l'arme atomique, bon, il vaut mieux que je sois dans l'OTAN. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, c'est ça le jeu d'Erdogan. C'est à géométrie variable en fonction aussi de l'évolution de son opinion publique. Ce que je dis pour la Turquie est très important, parce qu'on oublie souvent les bases américaines, la bombe sur le territoire turc, le fait que les Turcs, à un moment donné, ont été tout à fait des alliés dans les opérations qu'on a menées contre le djihadisme et Daesh. Oui, bien sûr, oui, ils ont été des alliés. Ils ont permis en partie les résultats que nous avons pu obtenir dans la coalition contre Daesh. Mais d'un autre côté, voilà, ils soutiennent le Hamas. Voilà, mais demain, ils peuvent changer d'avis. En plus, ils fournissent, je complique encore les choses, ils fournissent des armes à l'Ukraine. Il faut que je dise un mot. Essayez de comprendre. Je crois que c'est fini. C'est fini. Désolé, Il faudrait vraiment qu'on remercie, François, désolé de pas vous qu'on remercie Jean-Yves Le Drian pour cette soirée exceptionnelle. Vas-y. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je voudrais aussi qu'on remercie, et je veux rester une seconde, je voudrais aussi qu'on remercie les étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus, qui passent les 3 jours avec nous, les étudiants de Sciences Po Paris, de l'Université d'Aix, de l'École 42, et les étudiants de la London School of Economics qui sont venus de Londres à Saint-Raphaël pour passer ces 3 jours avec nous. Et je voudrais aussi qu'on remercie mon ami Fabrice Lundy qui a modéré 4 tables rondes pour ces éditions des rencontres de l'avenir de Saint-Raphaël. Je vais vous dire quelque chose. Il y a de la censure, j'aurais bien voulu en faire une 5e. Écoutez-moi, parce que je n'aime pas parler de questions personnelles, mais Fabrice Lundy, il y a à peu près 20 ans, je crois, c'est la première personne qui m'a fait passer à la radio. La première, et nous revoilà 20 ans après pour cette 6e édition des rencontres de l'avenir. Et vraiment... Et on ne s'est jamais quitté depuis. Oui, on ne s'est jamais quitté. Voilà, je voudrais aussi qu'on le remercie très chaleureusement. Merci, cher Nicolas. Et on retrouve les jeunes agriculteurs, je crois, va boire à avec côté. Pierre Gattaz, on va manger avec Pierre Gattaz et le ministre de l'Agriculture qui a voulu rester à Saint-Raphaël pour participer ça va être aussi génial. à cette dégustation. Voilà, bonne soirée mesdames, messieurs. Rendez-vous demain matin, 9h pour la dernière matinée des rencontres.